En août 2024, un juge fédéral américain prend une décision historique. Dans un document officiel de 270 pages, il déclare littéralement « Google est un monopole ». Google, c'est une barre de recherche. C'est littéralement ça leur produit phare. Et pourtant, c'est peut-être le site le plus puissant jamais construit. Ils ont plus de 90% des recherches internet mondiales et une valorisation qui vient de franchir les 4000 milliards en janvier dernier. Pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, Alphabet, la maison mère de Google, s'est valorisé plus cher que le PIB de la France. Ça paraît pas forcément être une invention de rupture comme a pu l'être l'iPhone ou la voiture électrique, c'est juste un espèce de meilleur classement des pages web. Donc sur le papier, rien d'extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde a pensé pendant 25 ans. Mais tous les concurrents, même les plus robustes comme Microsoft, n'ont rien pu faire face à eux. Alors la vraie question, elle n'est pas pourquoi Google est dominant. La vraie question donc c'est pourquoi en 25 ans, avec des milliards de dollars et des armées d'ingénieurs, personne n'a réussi à faire mieux. Pour comprendre pourquoi Google est devenu intouchable, il faut d'abord remonter en 1995 à Stanford, en Californie. Dans le campus de l'université, deux étudiants vont se rencontrer et devenir inséparables. Larry Page et Sergey Brin, tous les deux 22 ans, là pour préparer leur doctorat en informatique. Et leur directeur de thèse, il va leur souffler une idée, celle d'étudier la structure des liens du web comme un graphe mathématique. En gros, regarder Internet comme un immense réseau de pages connectées entre elles. It's in our PhDs actually, and we accidentally happened across better search technology. So we didn't even intend to build a search engine, we just sort of fell into it. Ils vont comparer Internet avec ce qui se fait déjà dans la recherche scientifique. Un article qui fait autorité, c'est un article que les autres chercheurs citent beaucoup. Donc sur le web, une bonne page, ça devrait être une page vers laquelle plein d'autres pointent. Ça paraît simple, mais à l'époque, c'est révolutionnaire. Parce que les moteurs de recherche existants comme AltaVista ou Lycos classent les résultats juste en comptant combien de fois un mot-clé apparaît dans la page. Donc les premiers résultats, c'est pas forcément les plus pertinents, et parfois c'est juste ceux qui spamment le plus. Eux, ils inventent un système qui regarde la réputation de chaque page qu'ils appellent le PageRank. Ça deviendra plus tard le projet Backrub, un crawler qui parcourt le web depuis les serveurs de Stanford. En gros, c'est un programme qui va aller visiter automatiquement toutes les pages d'internet pour les indexer. Et en fait, le truc il fonctionne tellement bien que rapidement, Backrub bouffe une bonne partie de la bande passante de l'université qui commence à un peu en avoir marre de ce projet. Et en août 98, ils vont être contraints à bouger. En cherchant des solutions, on leur parle d'Andy Bechtolsheim, cofondateur de Sun Microsystems, qui accepte de les rencontrer un matin sur un parking de Palo Alto. Page et Brin font leur démo et il va immédiatement comprendre le potentiel. He just wrote us a check. We had no lawyers, we had no company. The check actually sat in my desk drawer for like a month. It was like $100,000 check. Because you didn't know what to do with it or Yeah, what? we couldn't cash it. We didn't have a company. It was made out to Google. Sauf qu'à ce moment-là, comme Google n'existe pas encore, ils vont être obligés de créer la société légalement juste pour pouvoir encaisser le chèque. Mais les 100 000 $, ils vont pas durer éternellement. Parce que cette année-là, Google explose. Le moteur passe de quelques milliers de recherches par jour à plus de 500 000. Ils vont embaucher leurs premiers employés, déménager du garage où ils s'étaient installés pour de vrais bureaux. Et en juin 99, ils vont réussir à lever 25 millions de dollars auprès de Sequoia Capital et Kleiner Perkins, deux fonds prestigieux de la Silicon Valley. Mais voilà, à la base, nos deux compères, ils sont pas entrepreneurs, ils veulent juste finir leur doctorat. Google, c'était juste un projet de recherche qui a pris des proportions inattendues. Ils se disent donc qu'ils vont essayer de vendre Google. Ils vont d'abord voir Excite, à l'époque, c'est un des moteurs de recherche les plus importants du marché. Et tenez-vous bien, ils refusent parce que les résultats de Google, ils sont juste trop bons. La logique derrière ça, c'est qu'eux, ils pensent que si les gens ils vont trouver trop vite ce qu'ils cherchent, ils passent moins de temps sur le site et donc potentiellement moins de temps à regarder des pubs. Et c'est d'ailleurs exactement cette façon de penser qui fait que Excite, c'est aujourd'hui un tout petit peu moins gros que Google, quoi. Du coup, ils se découragent pas et ils font la même proposition à Yahoo, qui est à l'époque le leader mondial de la recherche, mais réponse identique, refus. Et Yahoo, ils vont faire quelque chose d'encore plus absurde. En 2000, ils vont signer un accord avec Google pour que ça soit leur moteur de recherche par défaut sur leur propre site, avec un petit logo Powered by Google. À l'époque, ils sont persuadés que le moteur de recherche, c'est uniquement une technologie d'arrière-plan, qu'ils n'ont aucun intérêt à améliorer celui qu'ils ont déjà. Et malheureusement, c'était leur dernière chance pour eux d'essayer de concurrencer Google. Parce que le 19 août 2004, l'entreprise va entrer en bourse à 85 $ l'action pour une valorisation à 23 milliards. À ce moment-là, l'histoire elle pourrait s'arrêter. Google, ils ont simplement une meilleure techno, ils ont du cash et ils sont en bourse. Sauf qu'avoir le meilleur produit, ça suffit pas pour devenir intouchable. Yahoo à une époque, ils avaient un bon produit. Excite aussi, AltaVista aussi, et pourtant ils sont tous plus ou moins morts. La vraie force de Google, elle est ailleurs, elle n'est pas uniquement dans leur algorithme. Rechercher sur Google, c'est gratuit. Donc comment ils font pour gagner autant d'argent avec un produit qui coûte rien à l'utilisateur ?
La réponse, vous vous en doutez, c'est la pub. Mais dire simplement que c'est la pub, c'est passer à côté du principal. Parce que des boîtes qui vendent de la pub, il y en a des milliers. Et on va pas se mentir, il y en a un peu moins qui font autant d'argent. Donc c'est pas juste la pub, c'est la façon dont Google l'a réinventé. Et pour comprendre ça, il faut revenir en 2002 quand Google cherche à monétiser son trafic. Dans leur recherche, il tombe sur une idée lancée quelques années plus tôt par un entrepreneur américain, Bill Gross. Le principe, c'est que les annonceurs ils enchérissent en temps réel sur des mots-clés et ils paient uniquement si on clique sur leur pub. Google, ils vont reprendre l'idée, mais ils vont y ajouter deux éléments qui vont tout changer. Le premier, c'est que le classement des pubs, il va pas dépendre uniquement de celui qui paie le plus. Il dépend aussi de la pertinence. Si une pub est nulle et que personne ne clique, Google va la faire redescendre, même si on a mis plus d'argent que le concurrent. Et le deuxième élément, le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle l'enchère au second prix. Imaginez 4 annonceurs qui se battent pour le mot-clé assurance voiture. Le premier met son offre à 4 €, le deuxième à 3 €, le troisième à 2 et le quatrième à 1. Celui qui gagne, c'est effectivement celui qui a mis 4, mais il va payer seulement 3 €, le prix juste au-dessus du deuxième. Ça paraît bizarre, mais c'est brillant, parce que ça pousse chaque annonceur à enchérir exactement ce que le clic vaut pour lui. Et rien qu'en 2024, Google Search, ça génère environ 198 milliards de dollars pour environ 80 milliards de bénéfices. Mais bon, ok, ils ont un système d'enchères bien foutu. Mais ça suffit pas à expliquer pourquoi personne les rattrape. Parce que le système, en vrai, n'importe qui aurait pu le copier. En fait, il faut regarder un peu plus en profondeur ce qui se passe sous le capot de la machine. Chaque fois que vous faites une recherche Google, vous lui donnez de l'information. Ce que vous cherchez, sur quoi vous cliquez et combien de temps vous restez sur une page. Et tout ça, ça nourrit leur algorithme en continu. C'est une boucle qui s'auto-alimente depuis 25 ans. Plus Google a d'utilisateurs, meilleur il devient, et meilleur il devient, plus il va trouver des utilisateurs. Et quand on regarde les chiffres, on voit bien pourquoi c'est devenu impossible à rattraper. Google, il traite 9 fois plus de requêtes que tous ses concurrents réunis. Mais il y a une troisième couche. Et c'est celle-là qui cadenasse encore un peu plus leur domination. Parce que même avec leur montagne de données, Google, ils prennent aucun risque, ils vont aussi acheter la distribution. Et ils l'achètent très cher. Google, il paye Apple environ 20 milliards de dollars par an juste pour rester le moteur de recherche par défaut sur Safari. Il paye Samsung des milliards pour la même chose et il paye Mozilla 400 millions par an, ce qui représente à peu près 90% de leur chiffre d'affaires. Google, qui je le rappelle, possède le navigateur Chrome, mais il maintient son principal concurrent sur le marché en vie. C'est assez rigolo pour le souligner. En tout, ils ont versé 40 milliards en 2024 juste pour sécuriser la distribution. Dites-vous que c'est à peu près le chiffre d'affaires annuel de Netflix. Et donc quand vous cherchez une information sur votre téléphone, vous n'avez pas choisi Google. Il était déjà là. Et même si vous voulez faire l'effort de le changer, il faut savoir où aller dans les paramètres et en vrai, la plupart des gens ils vont jamais faire ça. Donc bon, ils ont la techno la plus performante, un nombre colossal de données par rapport aux concurrents et en plus ils arrosent tout le monde pour être présents partout. Personne peut les concurrencer quoi. Et si vous êtes un concurrent qui regarde tout ça en 2010, en 2015, en 2020, vous vous dites que c'est fini, que le jeu, il est plié. Il n'y aura jamais de place pour un deuxième acteur sérieux sur la recherche. Et pourtant, il y a une entreprise qui va y croire. Une entreprise avec du cash et des ingénieurs. Une entreprise qui va claquer plus de 100 milliards pour essayer de faire bouger les lignes. Cette entreprise, c'est Microsoft. Et pour comprendre pourquoi Microsoft il se lance dans cette bataille qui semble un peu perdue d'avance, il faut se remettre dans le contexte. On est à la fin des années 2000, Microsoft c'est le géant absolu de la tech. Et regarde Google exploser avec son modèle publicitaire en se disant un truc simple, c'est que eux aussi, ils doivent pouvoir le faire. Et en 2009, ils lancent Bing, avec une campagne marketing de 100 millions, et Steve Ballmer, le CEO de Microsoft à l'époque, qui annonce publiquement qu'il va tuer Google. Alors spoiler, 15 ans plus tard, ça n'a pas marché. Bing, c'est seulement 4% du marché mondial. Alors, pourquoi? Déjà, c'est pas parce que le produit il est nul. Enfin, c'est pas que ça, parce qu'on va pas se mentir, ça donne pas super envie de faire une recherche cette histoire-là. Le vrai problème, c'est qu'au moment où Microsoft lance Bing en 2009, Google, ils ont déjà 10 ans d'avance sur les données. 13 mois de données chez Google, ça équivaut à plus de 17 ans de données chez Bing. Et cet écart, il peut pas se combler avec de l'argent, parce que pour avoir des données, il faut d'abord des utilisateurs. Et pour avoir ces utilisateurs, il faut bien un moteur performant pour les attirer. Mais Microsoft, ils sont pas du genre à lâcher l'affaire. Donc ils tentent un autre plan. Si on peut pas rattraper Google sur la techno, on va essayer de leur piquer la distribution. Et les 20 milliards par an que Google verse à Apple pour être sur Safari, Microsoft, ils se disent que s'ils arrivent à prendre la place, ils vont récupérer automatiquement des centaines de millions d'utilisateurs d'iPhone. Ils proposent donc à Apple un deal absolument irrefusable, 90% des revenus publicitaires de Bing. Mais Apple, ils refusent. Et c'est assez humiliant parce qu'en fait, s'ils refusent, c'est parce que les résultats, ils sont vraiment pas à la hauteur. Mais Microsoft, ils se laissent pas abattre. Ils tentent une nouvelle idée.
Ils vont tenter d'acheter Yahoo en espérant récupérer leur base d'utilisateurs. Mais Yahoo, ils refusent aussi parce qu'ils sont persuadés qu'ils valent plus. Là, honnêtement, c'est un coup dur pour le Steve et ses ambitions. Ils se rendent bien compte d'un truc, avec tout leur argent, tous leurs ingénieurs et toute leur puissance, ils peuvent pas concurrencer Google. Le fossé, il est juste trop grand. Et Microsoft, c'est pas les seuls à avoir essayé. On a eu plein de tentatives différentes d'un peu partout. On pourrait s'arrêter là, dire que Google a gagné, que le marché il est définitivement plié, que dans 50 ans, on fera toujours des recherches en passant par leur moteur. Sauf que depuis 2 ans, il y a un truc qui vient titiller leur monopole. Pour la première fois en 25 ans, les recherches Google elles commencent à être concurrencées. Et ça vient pas d'un concurrent direct, ça vient d'ailleurs. Depuis 2 ans, on a commencé à avoir une nouvelle habitude. Au lieu d'aller sur Google et de taper nos questions, on les pose directement à ChatGPT ou autre. Honnêtement, moi le premier, pour faire mes recherches pour les vidéos, j'utilise en partie les outils de Claude et Perplexity. Et pour comprendre ce qui change, il faut regarder en quoi ces outils fonctionnent différemment de Google. Quand vous posez une question à Google, il va vous sortir une liste de liens. Vous cliquez sur un des premiers et vous voyez si ça vous convient, et sinon vous cherchez un autre lien. Chaque étape de ce parcours, c'est une opportunité pour Google de vous montrer des pubs. Chaque clic, chaque retour en arrière, chaque reformulation, c'est des impressions publicitaires, donc potentiellement des clics et du cash qui rentrent dans leur poche. Tout le modèle économique de Google, il repose sur une seule chose, le fait qu'on passe par lui. Mais ChatGPT ou Perplexity, ils font pas ça. On leur pose une question et on obtient directement la réponse. Et ça, c'est pas bon pour Google, hein, parce que si on fait plus de recherche directement par eux, on peut plus cliquer sur leur pub. Et c'est ça qui fait que cette menace, elle est différente de toutes les autres. Microsoft, avec Bing, il voulait juste piquer des parts du même gâteau. Mais ces nouveaux modèles, eux, ils jouent pas du tout sur le même terrain. Et les 3 principales forces qu'avait Google depuis 25 ans, elles servent à rien dans ce nouveau contexte. Alors bon, Google, ils sont pas non plus en train de regarder tout ça les bras croisés. Ils ont Gemini, qui est aujourd'hui parmi les tout meilleurs modèles au monde. Et le CEO, il répète dans toutes ses interventions que les volumes de recherche continuent globalement à augmenter. Et c'est vrai, c'est des chiffres facilement vérifiables. Mais ils sont quand même face à un choix impossible. Soit ils intègrent l'IA partout dans Google pour répondre directement aux questions des utilisateurs, et dans ce cas, ils risquent de tuer leur propre modèle publicitaire, soit ils freinent l'IA pour protéger leur modèle, et dans ce cas, ils prennent le risque que les autres leur piquent progressivement leurs utilisateurs. Alors avant de finir cette vidéo, j'ai évidemment pas parlé de tout ce que fait Google, parce qu'apparemment, ils se permettent aussi de concurrencer la télé et de créer des petites voitures autonomes, des side business sympathiques. Google maintenant, c'est un géant de la tech qui se limite plus du tout à la seule industrie de la recherche. Si vous avez aimé cette vidéo, je peux vous conseiller celle que j'ai fait sur le succès d'I Love PDF et comment ils arrivent à faire de l'argent avec un site gratuit visité des milliards de fois. Et sinon vous pouvez vous abonner, c'est aussi gratuit.